Madame, Monsieur, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette semaine, la toute nouvelle semaine d'information, et c'est la 10e livraison de ce mois de juin. À la une donc, Sénat, la Chambre haute du Parlement a désormais son règlement intérieur. La loi y relative vient d'être promulguée par la présidence de la République. Ce texte de 130 articles avait été adopté par les sénateurs en plénière le 24 mai 2013 dernier et soumis à la rélecture et surtout à l'examen de la Cour suprême qui siège actuellement comme Conseil constitutionnel au Cameroun. Assainissement de la gestion publique, le directeur général de la SODECOTO, Iya Mohamed, interpellé ce 10 juin 2013 à Yaoundé sur instruction de la justice. Et selon les sources auprès des juridictions, il a été entendu pour détournement des deniers publics du moment où il exerçait à la SODECOTO. Le bon de garde à vue de 48 heures lui a donc été signifié. Le temps pour les personnes interpellées depuis Garoua d'être également acheminées à Yaoundé pour des auditions. La garde à vue, quant à elle, va se dérouler au secrétariat d'État à la Défense. Et puis, quel est le sort réservé aux vieux papiers administratifs? Autrement dit, la bonne conservation des archives n'est-elle pas la chose la mieux partagée et sont diverses dans diverses administrations? La journée internationale des archives est bien été célébrée au Cameroun. C'était le 9 juin 2013. Évocation du phénomène des archives dans cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Camus 24. Nous ouvrons donc cette édition d'information avec les affaires relatives au Sénat, puisque la Chambre haute du Parlement vient de voir son règlement intérieur promulgué par la présidence de la République. Il faut dire que ce texte de loi de 130 articles avait été adopté en plénière par les sénateurs le 24 mai 2013 dernier et régit ici en 24 chapitres et en 21 chapitres le fonctionnement et la conduite des locataires du tout premier Sénat de l'histoire politique du Cameroun moderne. C'est une information sur laquelle nous reviendrons en plus ample dans nos prochaines éditions d'information. Cela dit, c'est la grosse information du jour. Iya Mohamed interpellé, les mobiles de l'affaire et qui accable donc le directeur général de la SODECOTO sont à chercher dans sa gestion même à la tête de cette entreprise, mais surtout les dernières récriminations portées contre lui par le contrôle supérieur de l'État. Donald Anouzoa. Tout est parti des résultats de l'enquête diligentée au sein de la SODECOTO par le contrôle supérieur de l'État. L'on se souvient alors que le Consupé publia un communiqué en ces termes. Le Conseil a retenu à l'encontre de Iya Mohamed, directeur général de la SODECOTO, 20 fautes de gestion ayant induit un préjudice financier évalué et à lui imputé. Le Conseil a décidé de constituer Iya Mohamed débiteur envers la dite entité de la somme de 9 milliards de francs CFA, représentant le préjudice financier subi par la sudite entité de son fait, de lui infliger une amende spéciale de 2 millions de francs CFA pour l'ensemble des fautes de gestion commises dans le cadre de la présente affaire. Plus loin, le contrôle supérieur de l'État va prononcer à son endroit une déchéance valant interdiction pour une durée de 7 ans d'être responsable de l'administration ou de la gestion des services publics ou des entreprises d'État à quelque titre que ce soit. 2 mois seulement après la sentence du Consupé, le conseil d'administration de la Société de développement de coton donna son quitus à la gestion du directeur général, Iya Mohamed, pour la gestion de cette entreprise agro-industrielle parapublique au cours de l'exercice 2012. L'affaire a donc été remise au goût du jour ce 10 juin. Iya Mohamed a été tout d'abord entendu au CED, puis remis au tribunal criminel spécial qui décidera du sort judiciaire du directeur général de la SODECOTO. Pour mémoire, plusieurs directeurs généraux actuellement incarcérés au Cameroun pour avoir pris des libertés avec la fortune publique ont toujours reçu des quitus de gestion de leur conseil d'administration avant d'être un jour limogés, interpellés par la police, puis jugés et condamnés à de lourdes peines de prison. Après avoir été entendu par le tribunal criminel spécial, Iya Mohamed poursuit donc sa garde à vue au secrétariat d'État à la Défense. Il faut dire qu'après lui, d'autres personnes ont été interpellées depuis Garoua et elles sont également entendues puisqu'elles sont en train d'être acheminées actuellement vers Yaoundé, la capitale politique du pays, pour répondre également des actes qui sont portés contre eux. Cela dit, c'est une autre affaire qui reste au devant de l'actualité avec le comité de soutien aux Franco-Camerounais Thierry Michel à Tangana qui était face à la presse le week-end à Yaoundé. Il était question ici d'entretenir les journalistes sur sa vision relative de la sortie ferme du président français François Hollande, l'état des lieux du dossier et la problématique même de la grâce présidentielle actuellement évoquée. Compte rendu, Sadou Mamoudou, Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou, Sèche Tête Capolo ici.
Pour le président du dit comité, la réaction de François Hollande s'inscrit dans une logique normale, celle qui veut qu'un chef de l'État se soucie du sort de ses compatriotes sans distinction et malgré leur origine. Depuis que son Excellence, M. l'ambassadeur Zanoga, est arrivé au Cameroun et a fait de ce dossier un dossier français, parce que M. Thierry Atanga est un Français, pour défendre ses intérêts, pour lui assurer la protection consulaire. Pour ce dernier, la situation de Michel Thierry Atanga, qui est devenue intolérable pour le sénateur français Christophe-André Frassa et inadmissible pour François Hollande, pose un réel problème des droits de l'homme. Ce d'autant plus que l'affaire semble bloquée au niveau de la Cour suprême, malgré les engagements aux promesses du chef de l'État Paul Biya à la France le 30 janvier 2013 devant le perron de l'Élysée à Paris. Prenant la parole à son tour, Maître Dioko relève que les avocats de Thierry Atanga ont saisi le 5 juin dernier par la Cour suprême par une mise en demeure pour dépôt de mémoire ampliatif dans un délai de 30 jours. Maître Dioko soulève quelques appréhensions. Nous avons d'autres documents, mais nous n'avons pas ceux qui peuvent nous permettre de travailler, de faire ce mémoire ampliatif. C'est le premier cas. Le second cas, c'est que dans ces documents qui nous ont été transmis, nous n'avons pas les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats de l'État du Cameroun. À le suivre, il se pose un problème de socle de travail pour leur défense. Pour Maître Jacques Mbouni, le doyen des avocats de Thierry Atanga, le compte à rebours est déclenché, il se fait mieux comprendre. Au plus tard, dans les 6 mois, la Cour suprême devrait rendre son verdict dans cette affaire. Relativement à la grâce présidentielle, Maître Dioko pense que cette hypothèse n'est pas applicable dans le cas d'espèce. À son avis, le souhait de la France est que Michel Thierry Atanga dispose d'un procès équitable afin que la vérité et son innocence se manifestent au grand jour devant la justice. De toute autre chose à présent, activité préélectorale, les acteurs du processus se concertent à Douala. Le membre du conseil électoral pour la région du littoral, Thomas Idjake-Bunda, les responsables des partis politiques, des membres de la société civile et quelques représentants des associations féminines se sont donc rencontrés dans la capitale économique pour échanger sur les modalités de distribution des cartes électorales et bien entendu du déroulement de l'opération des inscriptions sur les listes électorales dans cette partie du pays. Les détails avec Divinapi. La rencontre qui s'est voulue conviviale entre acteurs du processus électoral et membres du conseil de ELECAM visait un objectif principal, échanger avec ces derniers afin de s'accorder sur une méthodologie commune de distribution des cartes en tenant compte d'un calendrier bien élaboré d'avance. La réunion de ce matin, c'est la suite logique du tour que nous avons fait dans le Gouri jeudi dernier, qui nous a amené à constater qu'il y a quelques petites difficultés dans la distribution des cartes. Nous avons donc voulu associer les autres acteurs du processus électoral pour qu'on mette en place ensemble un certain nombre de mécanismes permettant de distribuer le maximum possible de cartes d'électeurs en un temps très court. Au cours de cette séance de travail tenue à la salle de conférence de la délégation régionale d'élections Cameroun pour le littoral, responsables des partis politiques, groupes d'associations féminines, membres de la société civile ne se sont pas privés d'apprécier la double opération comme elle va, chacun avec son doigté. Ce que je retiens de la réunion, c'est que l'ELECAM tente de mettre de la transparence dans tout le processus électoral. C'est déjà un pas. Il y a encore beaucoup de réticences, il y a beaucoup de mauvaises habitudes qui restent dans le comportement de certains partis politiques et de l'administration. Mais je crois que les événements vont progressivement changer le contexte électoral dans ce pays. Je dois dire que pendant nos travaux, nous avons été fortement marqués par la volonté que les responsables de l'ELECAM, tout au moins pour le littoral, ont exprimé de conduire des processus transparents. Je note avec beaucoup de satisfaction qu'en plus du SDF, d'autres formations politiques ont reconnu que le processus des inscriptions sur les listes électorales qui ont eu lieu jusqu'ici s'est assez bien passé à la satisfaction de beaucoup de partis politiques. Je n'ai pas entendu de parti faire de récupération et il a été
dit que beaucoup de chefs d'antenne communales ont été coopératifs. Accompagné par le délégué régional de Elecam, Tété Claude Hildevert, du chef d'agence de Elecam pour le Vouri, le membre du conseil électoral en a profité pour annoncer des rencontres similaires dans les autres départements de la région. La semaine qui commence reste très attendue. Parlons archives. Quel est le sort réservé aux vieux papiers dans les administrations, fussent-elles du privé ou du public? Autrement dit, la bonne conservation des archives n'est pas la chose la mieux partagée dans diverses administrations, dans les différents secteurs d'activité au Cameroun. Il faut dire que la Journée internationale des archives célébrée ce 9 juin 2013 a été l'occasion d'améliorer la perception que l'on peut avoir des archives et pourquoi pas augmenter leur visibilité de manière globale. Josué Ngongan et Donald Nzoa nous en disent plus. Le 9 juin dernier était encore une journée internationale dans un calendrier déjà chargé. L'image que le public se fait des archives étant confuse, il devient impératif de coller un contenu à la définition et au traitement du vieux papier. Les archives sont les documents produits ou reçus par une personne physique ou morale pour la gestion des affaires courantes et administratives. Et dans les archives, nous distinguons 3 arts. Nous avons les archives primaires, ce qu'on appelle archives primaires, ce sont les archives courantes, les notes, les lettres administratives, tout ce qu'on reçoit et qu'on produit dans les services au quotidien. Au deuxième âge, on a les archives intermédiaires, c'est-à-dire quoi, les archives qui ne sont plus d'actualité, mais qui peuvent servir pour preuve ou bien en cas de problème, on peut faire recours à ces archives-là. C'est ça qu'on appelle archives intermédiaires. Troisième âge, nous avons les archives définitives. Ce sont les archives historiques indexées et il est classé par rapport à son contenu et cela à partir du plan de classement qu'on avait déjà établi au départ. La célébration de cette journée, qui n'est qu'à sa 6e édition, a été l'occasion de faire prendre conscience au public de l'importance des archives, fondement de ses droits et de son identité. Je crois que sans archives, l'administration n'aura aucun sens. Parce que nous avons toujours besoin des preuves au fur et à mesure qu'on évolue dans la gestion des affaires. On a toujours besoin de faire un feedback dans ce qu'on a fait depuis le début pour vérifier. En fait, c'est une mesure de preuve. La réhabilitation de ces secteurs, cheville ouvrière du fonctionnement de l'administration, préoccupe les pouvoirs publics. Les efforts sont fournis par le gouvernement dans ce sens-là. Je peux citer notamment l'atelier de validation du système national des archives qui a eu lieu du 8 au 10 octobre 2012 au Palais des Congrès à Yaoundé. Ça, on a eu à lancer la numérisation des archives à partir de l'annexe de Boya, l'annexe des archives nationales de Boya. Au Cameroun, le patrimoine archivistique, qui constitue un témoignage inappréciable sur le développement économique, politique et culturel, mérite d'être dépoussiéré. Faisons un tour du côté des espaces marchands. Plus de 24 heures après le sinistre du marché Congo, l'heure est au recensement des victimes. Il faut dire que les flammes ont laissé place aux cendres, le nouveau décor du site et jusqu'ici l'origine de l'incendie du dimanche 9 juin 2013 n'a pas été découvert. Il faut dire que jusqu'ici, on continue donc à spéculer sur les origines de cet incendie qui a donc ravagé pas mal de boutiques. Du côté du marché des Congo dimanche, on dénombre ici de nombreux commerces, des meubles, des matelas, mais aussi des tissus. Divine Api et Benoît Dormont y ont fait un tour. Voici le reportage. Voici ce qui reste du sinistre au lendemain du passage des flammes au marché Congo. Le bloc menuisier couture présente un décor peu reluisant. Les sinistrés sont encore sous le choc. Tout ce que je peux dire, c'est vraiment que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Et qu'on ne peut que remettre tout entre les mains de Dieu. Parce que là, vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. Moi-même, je suis dépassé. Les trucs qui sont perdus, ça, on peut estimer aux valeurs de 6 millions comme ça. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée avec exactitude et les dégâts sont inestimables. En attendant le résultat de l'enquête ouverte par la police, l'heure est au recensement des sinistrés, lequel constitue à identifier complètement chaque victime, l'activité, le numéro de boutique, le contact téléphonique.
Après cette opération, le bilan pourrait être établi et des mesures conséquentes prises. En rappel, c'est le deuxième incendie du genre dans ce secteur, après celui de 2010. Les conclusions de l'enquête ouverte à l'occasion n'ont toujours pas été publiées. Les victimes qui craignent que le scénario se répète sont tout simplement désespérées et désemparées. Affaire à suivre. Voilà un incident qui peut cacher tout un autre. On parle de ce crash en Ngaoundéré. Il a question ici un jet privé appartenant à la société Coton-Tchad de partie de N'Djamena en cette fin de matinée du 10 juin 2013 à destination de Douala où il devait subir une révision technique de routine, a été victime d'un crash non loin de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Ngaoundéré. Ayant décelé une panne mécanique au moment du vol, le pilote a donc essayé un exercice d'atterrissage forcé qui s'est malheureusement très mal déroulé. L'avion a achevé sa course dans un marécage à 200 mètres environ de la base du bataillon d'intervention rapide de Lobir. L'on est des nombres, il faut dire qu'au moment même où nous montons à cette antenne, c'est le copilote, le nommé Sanouji, qui a donc trouvé la mort et les autres victimes sont pour le moment internés à l'hôpital régional de Ngaoundéré au service des urgences de ce centre hospitalier. Ils sont donc à suivre là-bas des soins intensifs. Voici d'ailleurs l'attitude de quelques miraculés de ce crash au micro de Joseph Moafo. Nous sommes quittés de N'Djamena, pour Douala. Je ne sais pas, après Garoua, le président voilà Garoua, subitement, après Garoua, il a dit que voilà, on a constaté une panne technique. Subitement, il a retiré le casque, il a pris par radio pour demander la piste, demander de l'aide à l'aéroport de Ngongé, si possible. C'est là aussi il a eu atterri, mais dommage que la piste n'est pas très longue. Sinon, il a évité le pire. Donc il a rétrogradé pour tomber en busque là où il a retrouvé l'avion. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Mais quand il demandait la piste, quand même, c'était comme s'il y avait quand même trop de lavage entre eux deux. Il nous a demandé que les enfants essayent de chercher la piste avec nos regards. Nous tous on cherchait la piste. Il y a le petit là qui a eu Yannick qui a dit que papa voilà la piste. C'est là que ok voilà la piste. Il a une fois pu atterrir. Vu que l'avion hier matin a fait N'Djamena ça Mundu, comme de Mundu. Et nous sommes quittés tout juste hier soir de Mundu pour N'Djamena. Bon. On pouvait carburer hier soir et quitter hier. Bon, la citerne était en panne, en N'Djamena. On a que bon, comme c'est fait un peu tard, on passe une fois nuit à N'Djamena, aux alentours de 17h. On a préféré aller à l'hôtel, passer une nuit. Et le matin, il est venu, on a carburé, nous sommes passés. On a tenté d'atterrir, mais ça n'a pas pu marcher. Au début, on n'avait pas vu la piste, on cherchait ça ensemble, on cherchait ça. Et moi, le pilote, on a vu ça au même moment, c'était à quelques mètres. On a tenté d'attirer, mais ça n'a pas pu passer. On a raté la piste, on a un peu plané. Et par la suite, on a touché le sol. Formation des agents de contrôle aux outils de procédure de l'OIBT et CITES. Le personnel du ministère des Forêts et de la Faune est au banc du renforcement des capacités sur la convention du CITES au Cameroun. L'atelier relatif de 4 jours s'est ouvert ce 10 juin 2013 à Bertois sous l'impulsion d'Augustin Kiantio. C'est l'inspecteur général des services du gouverneur de la région de l'Est qu'assistait le directeur général de l'ANAFOR. Des précisions avec Roméo Tignan, Ernest Tatiba, Albert Bichaga. En partenariat avec l'Agence nationale d'appui au développement forestier, cet atelier du CITES, encore appelé Convention de Washington, marque le départ d'une série de formations qui sera organisée sur le triangle national. Celui de Bertois, avec le personnel du MINFOF et autres opérateurs dans le secteur des forêts à l'Est, permettra à ses participants de glaner de nouvelles connaissances sur cette convention ratifiée par le Cameroun en 1981. À la fin de ce séminaire, nous attendons que notre personnel de terrain s'habitue aux procédures CITES, de maintenir les guides d'identification des essences CITES, parce que les CITES gèrent les essences qui sont en voie d'extinction
ou dont le commerce est préjudiciable pour la gestion de l'essence au niveau national. L'Organisation internationale du bois tropical, en collaboration avec la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de la flore en voie d'extinction, doit s'assurer que chaque État partie de la Convention dispose d'un personnel apte à la compréhension de la Convention, à ses mécanismes de fonctionnement et son application effective sur le terrain. C'est une convention qui consiste essentiellement à réguler le commerce international des espèces qui sont menacées d'extinction. Donc lorsque une espèce est supposée être menacée et qu'elle commence à apparaître sur le marché international, la CITES commence à intervenir. Au sortir de cet atelier qui s'achève ce 14 juin 2013, une visite sera effectuée à Batouri afin d'apprécier l'exploitation et la transformation du bois dans le département de l'Acadie. Le 17 juin prochain, les experts en la matière mettront le cap sur Douala dans le littoral où les douaniers de cette localité seront mis sur les bancs du CITES. Examen officiel, le temps du certificat d'études primaires en abrégé le CEP. Les élèves du primaire affrontent donc le tout premier diplôme de l'enseignement ce mardi 11 juin 2013 sur toute l'étendue du territoire national et à quelques heures seulement des premières épreuves. Les différents centres et sous-centres visités ce lundi dans la capitale économique du pays laissent croire que tout est fin prêt pour accueillir les candidats. Ambiance d'avant-examen, Michel Atiba, José Ngongan. Plus que quelques heures et le coup d'envoi du certificat d'études primaires où le First School Living Certificate pour les candidats anglophones sera donné. Bien, je dis que nous sommes presque à la fin. Nous avons déjà préparé les salles de classe comme il nous a été demandé. Nous avons classé par classe, par salle, 25 tables bancs qui regorgent 50 élèves par classe. Tout est déjà fin prêt. Tout est prêt. Nous sommes ici depuis le matin. Toutes les salles sont propres, prêtes. Nous avons mis la propriété aux alentours. Dans les différents sous-centres de la capitale économique, les dernières mains sont mises dans la pâte. Dans les différents bureaux et les salles de classe, le dispositif est mis en place. Malgré la cour presque vide, quelques candidats sont venus toucher du doigt l'ambiance qui prévaut à quelques heures de l'examen. J'ai appris mes résumés. Ici, quand j'essaie de passer le septembre, les matières qui sont bon, c'est ça, c'est la grammaire, l'anglais, les maths, la science. Je suis prêt pour le CEP. Et jusqu'à demain, je dois apprendre, jusqu'au soir, je commence à apprendre mes leçons, en commençant par les maths, la géographie, la grammaire, la science, les problèmes. Et je dois aussi m'entraîner beaucoup sur les exercices que je peux prendre dans les autres livres et réussir à mon CEP. Et je suis sûr de moi que je vais avoir mon CEP. Ce mardi, ils seront face aux épreuves. La dictée, les mathématiques qui sont divisées en 3 parties. Il y a d'abord le calcul mental, le calcul, les exercices écrits et les problèmes. Les sciences, culture générale, études du texte, l'éthique. Pour les candidats du CEP, le First School Living Certificate n'est pas en reste. Les candidats vont être soumis à plusieurs épreuves également. Ils vont composer la partie écrite ce mardi 11 juin et mercredi la partie orale. Premier diplôme dans l'enseignement primaire, le Sésame jadis ouvrait plusieurs portes. Mais de nos jours, l'examen semble ne plus attirer l'attention d'un plus grand nombre. Véritable paradoxe. Bon vent au tout petit du primaire. À l'étranger, dans cette édition d'information, première arrêt Afrique du Sud, Nelson Mandela, toujours dans un état grave de santé au 3e jour de son hospitalisation. En santé encore, l'ANSM enquête pour trouver l'origine du problème de conditionnement du diurétique et furosémide. Et puis, dans le social, Michel supprime 700 emplois, a joué les tours, Ire et Loire. Colère des salariés dans les différentes rues de cette partie de la France. L'AFP nous livre la mouture de l'actualité internationale. 3e jour à l'hôpital pour Nelson Mandela. L'ancien président sud-africain qui souffre d'une infection pulmonaire est dans un état grave mais stable, dans un hôpital de Pretoria selon la présidence. Dans tout le pays, l'heure est aux prières et aux vœux de rétablissement pour Madiba, père de la nation, prix Nobel de la paix, héros de la lutte anti-apartheid. Début de l'inspection de l'Agence nationale du médicament. Sur le site du laboratoire Teva à Sens dans l'Yonne, elle doit trouver l'origine de l'erreur de conditionnement du diurétique furosémide.
Samedi soir, un homme de 91 ans a trouvé la mort à Marseille. Chez lui, une boîte provenant d'un des lots mal conditionnés de ce médicament a été retrouvée. Il pourrait contenir un somnifère. Colère des salariés de Michelin en Indre-et-Loire. L'activité poids lourd de l'usine de Joué-les-Tours cessera sa production au premier semestre 2015 et 700 postes devraient être supprimés sur les 930 que compte le site. Après Florange ou l'usine PSA d'Aulnay, c'est un nouveau coup dur industriel pour le gouvernement. Pierre Moscovici assure qu'il va travailler pour que les choses se déroulent de la meilleure façon. 11e jour de mobilisation en Turquie. Au lendemain d'un week-end qui a encore vu défiler des dizaines de milliers de personnes, les opposants au régime sont mobilisés dans plusieurs villes pour réclamer la démission du gouvernement. Dans une série de discours au vitriol, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a durci le ton contre ceux qu'il appelle les pillards et les extrémistes de la rue. À Versailles, les grands arbres ressuscitent et chuchotent leur histoire. Après Jeff Koons ou Takashi Murakami, l'artiste italien Giuseppe Pennone implante son art aussi dépouillé que puissant jusqu'au 30 octobre dans les jardins du château. Attaché aux matériaux naturels comme le bois, la pierre et le marbre, l'artiste reconnu internationalement investit l'extérieur, mais aussi l'intérieur avec ses végétaux monumentaux. Reparlons de l'affaire Iya Mohamed. Et il a donc été interpellé ce jour, le directeur général de la Sodecotton. Mais il faut dire qu'il est également le président de la Fédération camerounaise de football. Ainsi, après donc la nouvelle de son interpellation, le personnel de la Fédération camerounaise de football est donc resté vaqué à ses occupations. C'est en tout cas l'ambiance qui a prévalu dans les couloirs de l'instance fêtière du football au Cameroun. Jean-Pierre Pitongo, Sadou Mamoudou et Ritichou pour les détails. L'ambiance est bon enfant dans l'enceinte de la FECA Foot. Des petits groupes sont formés dans la cour. Jeannot Baillé, président de l'Evan Football Club de Berthois, attend voir la suite. À l'intérieur, tout le monde va à ses occupations. Junior Bignam, chef de la division communication, prend le problème avec beaucoup de circonspection. C'est une journée normale de travail à la fédération. Toutes les activités prévues ont été menées. Il y avait le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Il a été effectué. Donc le matin, on l'a appris avec un minimum de circonspection, mais ce n'est pas pour autant qu'à la fédération, on ne vaque pas à nos activités rituelles. Non, la seule nouvelle que nous avons à l'heure qu'il est 16h30 à peu près, c'est que l'audition du président de la FECA Foot se poursuit, du président de la FECA Foot DG de la Sodecotton, parce qu'il faut préciser que jusqu'à l'heure qu'il est, je ne suis pas moi en mesure de vous dire sur quoi il a entendu. Fabien Bobo n'a aucune appréhension. Le consultant sportif estime qu'il s'agit d'une simple convocation. Dire que ce n'a pas été une interpellation, ça a été une convocation. Interpellé a une connotation un peu, ça fait brigand, ça fait un peu mercenaire. C'est quand même un directeur général d'une société bien connue. Ça a été une convocation du stade et il est allé répondre à cette convocation. Nous avons pris avec beaucoup de respect. C'est comme les autorités de notre pays. Quand on vous convoque, vous allez et vous expliquez ce que vous avez à dire, quoi. Quant à Sylvain Alimandji, en politique, la force revient à la loi. Force revient à la loi. Je crois que nous sommes dans un pays de loi. Excusez-moi de me répéter. Il faudrait aussi que les Camerounais, nous sommes, que nous devons nous arrimer à la nouvelle donne, qui voudrait que quand nous commettons des actes, que ces actes soient réprimés et que nous puissions accepter souvent le verdict qui est souvent amer. Mais je dis, à la place de notre frère que je côtoyais humblement, j'aurais pu peut-être partir avant certaines choses. Et même être humble, parce que l'humilité arrange beaucoup de choses, mais je dis force revient souvent à la loi. Aux dernières nouvelles, Iya Mohamed a été conduit au tribunal criminel spécial où une enquête est ouverte. Nos sources révèlent que ce dernier serait poursuivi pour sa gestion de la Sodecotton, ce qui ne pouvait être autrement quand on sait qu'il y a pas longtemps, le contrôle supérieur de l'État dénombrait une vingtaine de fautes dans sa gestion avec un déficit de 9 milliards de francs CFA. Pour l'heure, il s'agit d'une interpellation. Les prochains jours, nous en dirons plus. Une note triste au bas de cette édition d'information sur CAMS 24. La mort vient une fois de plus de frapper donc la famille footballistique camerounaise. L'ex-international camerounais Louis-Paul Fédé est décédé à Yaoundé ce 10 juin 2013 des suites de maladie. Il était âgé de 52 ans. Comme joueur, il a évolué dans le canon sportif de Yaoundé avant de tenter une aventure professionnelle
dans le club français de Rennes. Et lui, Paul Fédé, a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de 1988 aux côtés d'Abel Rejomila et compagnie. Il a disputé 2 Coupes du Monde, celle de 90 et celle en Italie et celle de 94 aux États-Unis. Dans sa reconversion, il s'est occupé de l'encadrement technique de la panthère sportive d'Undé et du canot sportif de Yaoundé. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information sur CAMS 24. Mais avant de partir, Sénat, la Chambre haute du Parlement, a désormais son règlement intérieur. La loi relative a été promulguée par la présidence de la République. Ce texte de 130 articles avait été adopté en plénière par les sénateurs le 24 mai 2013 dernier avant d'être soumis à l'examen à la relecture de la Cour suprême qui siège actuellement comme Conseil constitutionnel au Cameroun et puis assainissement de la gestion publique. Le directeur général de la Sodecoton, Iya Mohamed, a été interpellé ce 10 juin 2013 sur instruction de la justice et selon des sources bien introduites toujours de la justice dont il a été entendu pour détournement des deniers publics à la Sodecoton. Le bon de garde à vue de 48 heures lui a été signifié le temps pour que les personnes interpellées du côté des Garoua rejoignent Yaoundé, la capitale politique du pays, pour la suite des auditions. La garde à vue, quant à elle, va se dérouler au secrétariat d'État à la Défense. Et puis, que fait-on? Ou alors, quelle est la santé des archives au Cameroun? Vous avez eu une petite édification dans cette édition d'information sur CAMS 24. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester des nôtres. L'information est en continu.